Mais le conseiller commercial de la Maison-Blanche, Peter Navarro, estime qu'il s'agit de la guerre de l'Inde. Nous savons qu'ils imposent des droits de douane de 50% en Inde. Et voici ce qu'il a répondu, Richard, au journaliste. Les discussions avec l'Inde en ce moment. Y a-t-il un potentiel pour conclure un accord afin de modifier ce chiffre? Écoutez, c'est très simple. L'Inde pourrait obtenir une réduction de 25% dès demain si elle arrêtait d'acheter du pétrole russe et de contribuer à alimenter la machine de guerre. Est-ce qu'ils envoient ce signal? Non. Et voilà, c'est ça le problème. Je suis perplexe, d'accord? Parce que Modi est un grand dirigeant. Ce sont des gens, c'est une démocratie mature avec des personnes intelligentes à sa tête. Et ils nous regardent droit dans les yeux au sujet des droits de douane et disent « Nous n'avons pas les droits de douane les plus élevés au monde », alors qu'en réalité, c'est le cas. Il n'y a aucun doute là-dessus si on regarde les chiffres. Et ensuite ils disent « Oh, nous n'allons pas arrêter d'acheter du pétrole russe ». Alors qu'est-ce que ça signifie? Je veux dire, nous en avons déjà parlé, mais cela vaut la peine d'en reparler à vos téléspectateurs. L'Inde achète du pétrole russe à prix réduit, puis les raffineurs indiens, en partenariat avec des raffineurs russes en Inde, transforment ce pétrole et le revendent à prix fort au reste du monde, n'est-ce pas? La Russie utilise l'argent qu'elle en tire pour financer sa machine de guerre et tuer davantage d'Ukrainiens. Et ensuite, bien sûr, l'Ukraine vient nous voir, nous et l'Europe, pour demander « Donnez-nous encore de l'argent ». Donc tout le monde en Amérique perd à cause de ce que fait l'Inde. Les consommateurs, les entreprises, tout le monde perd et les travailleurs perdent parce que les droits de douane élevés de l'Inde nous coûtent des emplois, des usines, des revenus et des salaires plus élevés. Et puis les contribuables perdent parce que nous devons financer la guerre de Modi, d'accord? La route vers la paix passe au moins en partie par New Delhi. Vous voulez dire la guerre de Modi? Je veux dire la guerre de Modi. Parce que la route vers la paix passe en partie par New Delhi. Oui, c'est la guerre de Modi. Richard, ton avis? Oui, eh bien, M. Navarro est un économiste. Et je suis un économiste. Et Michael est un économiste. À partir de là, nos chemins se séparent. Quand cet homme parle, j'ai en tête une expression qui dit « ce n'est pas la lumière la plus vive du lustre ». Toute personne qui commerce avec la Russie gagne, d'une certaine manière, de l'argent grâce à cet échange, car c'est la raison pour laquelle le commerce a lieu. Il est profitable pour les deux parties de se rencontrer. C'est cela, le commerce. La Russie commerce, je dirais, avec au moins une centaine de pays dans le monde, dont l'Inde. Très bien. Monsieur Navarro a décidé que si vous commercez avec la Russie et que vous faites gagner de l'argent à la Russie dans le cadre de cet échange, alors, par conséquent, vous tuez des Ukrainiens. D'accord. Sur cette base, il devrait donc y avoir une guerre sans fin de tout contre tous, car M. Poutine pourrait dire exactement la même chose à propos des États-Unis et de tous ceux qui commercent avec eux. Vous générez des profits pour les États-Unis qui sont taxés et utilisés par le gouvernement pour tuer des Russes en Ukraine. Donc, je vais vous punir. Ce raisonnement est tellement stupide qu'il en coupe le souffle. Non pas qu'ils le disent, c'est de la vieille bêtise éculée, mais qu'un homme, dans sa position, le dise avec toute la clarté et l'enthousiasme que ce pauvre type peut tirer de son âme, cela n'en dit long que sur lui, et sur rien d'autre. Si les Indiens permettaient aux Américains de faire cela, ils inviteraient chaque politicien du monde, pas seulement les Américains, à utiliser ce genre d'argument pour forcer l'Inde à faire des concessions. C'est pour cela qu'en général, on ne fait pas cela dans le monde. C'est pour cela qu'aucun autre pays n'impose des tarifs à tout le monde, et encore moins pour justifier sa position dans une guerre. La guerre en Ukraine passe par Washington, D.C.
qui a pris la décision de pousser l'OTAN jusqu'à la frontière de la Russie. Tous ceux qui ne sont pas naïfs le savent. Si vous le souhaitez, vous pouvez alors utiliser cela comme argument pour arrêter de commercer avec les États-Unis. Mais personne ne le fait. Seul M. Navarro et le M. Trump qui embauchent un M. Navarro et qui ainsi se retrouvent dans le même panier. C'est une extraordinaire manifestation de désespoir. This is extraordinary desperation. This is nonsensical junk. C'est un non-sens absolu. Mais cela aura, et cela a déjà d'énormes conséquences. L'Inde, vous savez, est une économie qui souhaite croître à la manière de la Chine. Et c'est une tâche immense. C'est un pays pauvre. C'est un très grand pays, plus grand que la Chine aujourd'hui. Ils ont beaucoup de travail difficile devant eux. Ils n'ont pas besoin de ces obstacles. D'un autre côté, ils doivent adopter une vision à plus long terme. Et c'est pourquoi Monsieur Modi est en Chine en ce moment, où il y sera dans les prochaines heures s'il n'y est pas déjà. Il est là parce qu'ils vont essayer de trouver des solutions. Je paraphrase ici Michael. Ils vont chercher comment contourner ce qui est devenu un État voyou. Si vous regardez et écoutez M. Navarro, toute personne qui fait des affaires avec la Russie aide indirectement la guerre en Ukraine. Eh bien, alors toute personne qui fait des affaires avec quelqu'un qui fait des affaires avec la Russie est tout aussi coupable. Allons donc. Sur cette base, chaque pays punit chaque autre. Et c'est peut-être là que nous allons. Peut-être que le reste du monde va simplement ériger ses propres barrières tarifaires. Les Indiens décideront, d'accord, ils doivent faire une croix sur l'économie américaine. La plus riche, ou l'une des plus riches, économies du monde, qui sera désormais coupée du reste du monde. Nous l'avons déjà dit dans cette émission, et je vais le répéter. Après la Seconde Guerre mondiale, le nom que les États-Unis ont donné à leur politique envers l'Union soviétique était, je cite, la containment, endiguement. George Kennan a inventé ce terme et est devenu célèbre comme l'architecte au sein du département d'État de cette politique d'endiguement. C'était un mot simple, isoler l'Union soviétique pour qu'elle ne puisse pas contaminer le reste du monde. Voici l'ironie. Les États-Unis, en punissant le monde entier, les uns après les autres, le Canada, le Mexique, l'Inde et ainsi de suite, s'isolent eux-mêmes. Ils pratiquent l'auto-endiguement, car cela deviendra un objectif stratégique majeur pour de nombreuses régions du reste du monde. Eh bien, il est vrai que Richard et moi sommes tous deux économistes. Mais la discipline économique ne s'appelle plus économie politique, comme au XIXe siècle. Richard et moi sommes tous deux des économistes politiques. Mais ce n'est pas ainsi que la discipline se définit. Et ce n'est pas non plus ainsi que la politique économique étrangère américaine est menée. Ils ont laissé de côté l'aspect politique, et c'est précisément sur cette dimension que l'Inde a répondu à la position des États-Unis. Modi a prononcé un discours très explicite en déclarant que l'Inde agit dans le cadre de ses droits souverains et que les menaces américaines de punir l'Inde avec des droits de douane à l'importation de 50% constituent une attaque contre la souveraineté de l'Inde, qui est son droit de commercer avec qui elle veut. Et le résultat, c'est que pour plusieurs raisons, les journaux ont affirmé que le président Trump avait tenté d'appeler Modi à 4 reprises. Modi a refusé de décrocher et d'accepter l'appel. Et la raison est évidente. Il sait que Trump va lui faire une demande. Il sait que sa responsabilité, il ne peut pas accepter cela. Nous avons déjà donné l'explication, nous sommes des pays souverains, nous ne pouvons pas accepter cela. Il y a quelques jours, le ministre des Affaires étrangères indien a fait quelque chose que je ne pense pas que d'autres ministres des Affaires étrangères, certainement pas en Europe, ni même en Russie ou en Chine, aient dit explicitement. Ils ont attaqué personnellement le président Trump pour ses politiques,
pas seulement en disant que certains pays veulent ceci ou que les États-Unis veulent cela, mais le président Trump lui-même. Il existe aujourd'hui une hostilité très personnelle, et on peut voir la tension qui règne en Inde. Les États-Unis veulent que l'Inde soit un marché pour leurs exportations alimentaires. Depuis 1945, le principal fil conducteur de la politique étrangère américaine est de rendre les autres pays dépendants de ses exportations de céréales, dépendants de sa nourriture, de faire de l'alimentation une arme. C'est le cœur de la politique de prêt de la Banque mondiale, le cœur du soutien américain aux dictatures, depuis le renversement du gouvernement guatémaltèque jusqu'à l'imposition de dictateurs dans toute l'Amérique latine. Empêcher la réforme agraire, empêcher le remplacement de l'agriculture de plantation par la production de leur propre nourriture. Et toute la lutte de l'Inde consiste à dire « Nous n'allons pas laisser l'Amérique utiliser nos besoins alimentaires comme une arme en ruinant nos agriculteurs, en nous faisant perdre les élections, anonymement, en trahissant les agriculteurs pour satisfaire M. Trump, en l'aidant à sauver l'agriculture américaine vacillante. » Ainsi, l'Amérique a formulé une exigence impossible à satisfaire. Et c'est précisément cela qui a accéléré le revirement brutal de Modi à l'égard de la Chine. Il y a quelques décennies, voire quelques années, nous avions un problème militaire à la frontière avec la Chine. Mais cela est marginal. C'est dérisoire comparé au grand réalignement des relations commerciales entre nous et la Chine. Tout comme Trump a accompli l'acte de paix en rapprochant la Russie et la Chine pour la prochaine génération, il a désormais rapproché l'Inde de la Chine et de la Russie. L'Inde était le maillon le plus faible des BRICS, car de nombreux milliardaires indiens ont des liens avec les États-Unis. L'Inde a été tellement liée à la Silicon Valley et à tous les programmeurs et concepteurs informatiques indiens aux États-Unis que, tandis que les milliardaires indiens sont très pro-américains parce que c'est là que se trouve leur argent, la population indienne est très nationaliste. C'est le parti de Modi, un parti nationaliste. Et on peut donc constater qu'en négligeant cette réalité politique, les États-Unis ont, comme d'habitude, obtenu exactement l'effet inverse de celui annoncé par Trump. Laissez-moi développer cette idée. Je comprends qu'il s'agit de spéculation, mais ce sont des spéculations qui permettent d'éclairer un point sur lequel il faudrait réfléchir. Supposons que vous suiviez la logique de ce que Michael vient de dire. Alors, voici peut-être l'accord qui se négocie en ce moment même à Pékin. Les Chinois, qui sont à la pointe de l'intelligence artificielle et de tout ce qui concerne les ordinateurs, les robots et tout le reste. Les Indiens, qui représentent une part disproportionnée de ce qu'est la Silicon Valley américaine. Et ils décident, ensemble, nous n'avons pas besoin des États-Unis. Les Indiens peuvent venir à Pékin et nous aurons la moitié de la Silicon Valley dans une banlieue de Pékin et l'autre moitié dans une banlieue de New Delhi. C'est de là que viendront toutes les avancées en haute technologie dans les années à venir. Oh là là, oh là là. Les États-Unis, je rappelle à tout le monde, représentent 4,5% de la population mondiale. L'Inde, la Chine et la Russie réunies comptent près de la moitié de la population mondiale. Avec les BRICS, c'est plus de la moitié de la population mondiale. Au final, la souris ne vaincra pas l'éléphant. Richard, tu as mis le doigt sur le rôle clé des technologies de l'information et des ordinateurs. C'est pas simplement une rivalité. Il s'agit de deux systèmes informatiques différents. Il y a le système informatique d'intelligence artificielle américain et il y a le système chinois. Et les Américains, comme nous en avons parlé la semaine dernière, je pense que toute la fin de notre discussion portait là-dessus,
L'Amérique essaie de monopoliser le contrôle sur l'architecture du système, de ce que seront l'intelligence artificielle et les puces informatiques, en espérant pouvoir utiliser ce monopole pour l'armée et le transformer en une dépendance étrangère vis-à-vis des monopoles américains pour la conception informatique. Si l'Inde change de camp, comme tu l'as suggéré, some kavget que sera Shidinawad. Il s'agit d'une masse critique qui bloque le reste du monde, s'appropriant la technologie informatique américaine, qui repose encore, je pense, sur COBOL, un langage que j'ai dû utiliser il y a 60 ans, et toutes sortes de technologies qui ont pris du retard. Cela met fin à la capacité de l'Amérique à militariser l'informatisation. Les plateformes de réseaux sociaux et la fabrication de puces électroniques. Toute la panoplie de monopoles que l'Amérique pensait pouvoir utiliser comme arme, en plus du contrôle du commerce mondial du pétrole et de l'alimentation. C'est ce que Trump a fait en attaquant l'Inde, en disant « Voici à quel point nous pouvons vous nuire si vous ne devenez pas une colonie financière et militaire subordonnée à la nôtre. » Mais réfléchissez-y aussi dans l'autre sens. Pourquoi Trump mettrait-il en danger la position des États-Unis, ne serait-ce qu'un instant, en envisageant ce que cela signifierait si l'Inde et la Chine, probablement deux des trois principales puissances du cloud computing, étaient poussées à s'allier? Il faudrait être désespéré pour prendre un tel risque. Pourquoi s'attaquerait-il aux exportations indiennes? Rappelez-vous, il n'inclut même pas les produits pharmaceutiques, car ils bénéficient d'une exemption. Ils n'ont pas à payer la taxe de 50% parce qu'ils produisent la matière première et la base de l'industrie pharmaceutique américaine. Donc, il ne s'agit que de 50% de ce qui reste. Pourquoi risquerait-il de donner à ces deux géants de la technologie de demain une raison de s'unir contre vous? Il faut être soit très stupide, soit très désespéré, ou peut-être un mélange des deux. Voilà. You got it.